Salut à toutes et à tous et bienvenue donc pour le débriefing de ce 10e Grand Prix de la saison. Donc nous arrivons à la mi-saison au Grand Prix de Hongrie. Alors ce Grand Prix de Hongrie a été une très très belle course par rapport au circuit qui est un circuit où il n'était pas vraiment facile de dépasser en temps normal. Mais là donc avec l'ajout des pneus qui se dégradent, finalement du DRS qui n'a pas beaucoup servi, on a tout de même assisté à un très très beau Grand Prix avec quelques beaux dépassements. Alors on va commencer tout de suite avec l'écurie Marussia. Alors l'écurie Marussia, donc les deux pilotes, Bianchi et Chilton, évidemment ne dépassent pas la Q1, terminent sur la dernière ligne en qualification. Bianchi 21ème devant Chilton, pour 2 dixièmes à peu près, donc c'est raisonnable pour Chilton. Et en course, Bianchi et Chilton ne peuvent pas faire mieux que la 16ème et 17ème place. Chilton qui termine 43 secondes derrière son coéquipier. Mais je pense que pour Chilton, l'objectif de toute façon, c'était surtout de ramener la voiture sans abandonner. Et alors petite précision aussi toutefois, il termine devant Di Resta, donc devant une Force India, par une circonstance de course, Di Resta je crois qu'il a préféré rester au stand et terminer classé, plutôt que de continuer la course. Apparemment il y a peut-être un problème sur la voiture. Donc Chilton et Bianchi ne terminent pas dernier, terminent avant-dernier et 16ème pour Bianchi. Alors finalement Bianchi encore une fois remporte son duel face à Chilton, ça fait 8-2 pour le français, donc sur l'ensemble de la saison. Caterham maintenant. Alors Caterham, Vandergaard et Pic. Donc pareil, ils se partagent la 10ème ligne. Pic 19ème, Vandergaard 20ème. Pour 3 dixièmes. Alors ça reste raisonnable également pour Vandergaard. Par contre en course, ce qui s'est passé, c'est que Vandergaard a utilisé une stratégie différente de celle de Pic. Et il termine devant son coéquipier. Alors pas vraiment beaucoup devant, il y a 7 secondes 5. C'est quand même pas mal. Et je crois que c'est une des rares fois de la saison où Vandergaard prend la mesure de son coéquipier français plus expérimenté du coup, puisqu'il y a une saison de plus, et termine 14ème. Alors je crois que c'est son meilleur résultat, ça a confirmé, mais ça je verrai ça dans une vidéo de bilan de mi-saison. Et Pic donc termine 15ème. Voilà, donc pour moi ça fait une égalité parfaite, puisque Pic remporte la qualification et Vandergaard termine devant en course, mais termine pas très très loin devant. Ça fait 1 partout, et sur l'ensemble de la saison, ça fait 2-9 pour Pic. Toro Rosso maintenant. Alors la Toro Rosso, encore une fois Ricciardo qui passe en Q3, c'est la 4ème fois consécutive qu'il passe en Q3, donc il était 8ème sur la grille. Vergne, lui ne passe pas à Q2, il était 14ème, donc très déçu forcément de se faire battre par son coéquipier. Par contre en course, c'est tout le contraire, Ricciardo a fait une très très mauvaise course, donc il termine 13ème. Et Vergne, lui, gagne 2 places, il a fait une course solide, normale on va dire pour une Toro Rosso, et il termine 12ème. Donc il faut savoir quand même que Ricciardo termine dans les échappements de Vergne, il termine juste derrière son coéquipier, à 3 dixièmes, donc à peu près 3 dixièmes derrière. Donc pour moi c'est une égalité encore une fois entre Ricciardo et Vergne, ça fait un partout, parce que Ricciardo l'a largement dominé en course. Et Vergne, pas dire qu'il a largement dominé son coéquipier en course, mais il termine devant, donc ça fait un partout, et 6-5 pour le pilote australien Ricciardo. Williams, enfin, j'ai envie de dire enfin, Williams marque ce point qui lui manquait depuis le début de la saison. Et il reste donc que Marussia et Caterham, mais ça c'est plus normal, qui n'ont pas encore marqué de points. Et c'est grâce à Maldonado. Alors, Maldonado et Bottas sont en Q2, donc ils sont sur la 8ème ligne, 15ème et 16ème. Ils peuvent pas beaucoup faire mieux de toute façon, je pense, en qualification. Alors, Bottas termine derrière son coéquipier pour aller quasi un peu moins d'un dixième, donc c'est vraiment très très proche. Mais le problème c'est qu'en course il a abandonné. Tandis que Maldonado lui remonte de la 15ème place à la 10ème, il a pris un très très bon départ Maldonado, et il a su conserver sa position finalement, puisqu'il était 11ème ou 12ème au premier tour je crois, et en course il termine 10ème, donc à la faveur des abandons respectifs de certains pilotes. Maldonado remporte naturellement son duel, il apporte le premier point à Williams, ça lui fait vraiment du bien cette équipe, et sur l'ensemble de la saison ça fait 6-5 pour Maldonado, pour le Vénézuélien. Force India. Alors Force India, c'était la déception de ce Grand Prix, ça faut bien le dire, une des déceptions en tout cas. Alors, puisque Di Resta ne passe pas la Q1 à la régulière, Di Resta c'est plein de sous-virages je crois sur sa voiture, donc il part 18ème, il terminera 18ème aussi suite à un problème technique, mais de toute façon la Force India, comme au Grand Prix d'Allemagne, n'a jamais été en mesure de prétendre au top 10. Même pas de prétendre à plus, mais juste au top 10, donc c'est pas le niveau de l'équipe, encore une fois, qui est la 5ème meilleure équipe du championnat. Mais là, il faut bien dire qu'encore une fois, ils se sont fait battre, et largement battre, par les McLaren. Alors Sutil, quant à lui, est passé en Q2, il partait en 11ème position sur la ligne, ce qui pouvait augurer d'une très très bonne course. Il s'est loupé au départ, et il abandonne finalement un peu plus tard dans la course.
Di Resta remporte son duel, et sur l'ensemble de la saison, l'Écossais mène 7 manches à 4 face à Sutil. Sauber, alors Sauber, bon bah c'est un petit peu le même combat que Williams, j'ai envie de dire. Gutiérrez est en Q1 17ème, donc encore une fois c'est la 10ème course que Gutiérrez se fait dominer par son coéquipier en course, donc là il n'y a pas photo. Hülkenberg, bon lui passe la Q2 et partait 12ème. Alors Hülkenberg termine 11ème, mais il termine 11ème à quand même plus de 20 secondes de Maldonado qui était 10ème, donc il n'a rien pu faire vraiment pour terminer devant le Vénézuélien. Et Gutiérrez, lui, l'abandonne. Donc, un week-end noir également pour Sauber, hein, parce qu'après, je crois que c'était 2 courses de suite où Hülkenberg marquait 1 point, ou des points en tout cas. Mais Hülkenberg remporte tout de même son duel face à Gutiérrez, encore une fois, ça fait 8-2 sur l'ensemble de la saison. Alors, chez Mercedes, on peut dire que les deux pilotes ont connu également un Grand Prix et un week-end complètement différent. On s'attendait évidemment à ce que les Mercedes partent en première ligne, hein, ça c'était logique. Mais Rosberg en Q3 termine 4ème, hein, ça arrive. Il était à 3 dixièmes de son coéquipier en termes de performance sur. Ça peut passer. Par contre, Rosberg a pris un très mauvais départ. Il a été pris il a été victime d'une touchette dans le peloton au départ. Il a jamais vraiment été en mesure de se rapprocher même du top 6 ou du top 7. Hein. Je crois qu'il reste sa meilleure position, c'était 6ème ou 7ème, je crois, dans la course. Et finalement, il abandonne. Hamilton lui part en pole, il a signé une pole magnifique face à Vettel, puisqu'on se rappelle que Vettel avait tiré un temps canon, on pensait que Vettel allait partir en pole position, et finalement dans sa tentative, Hamilton l'a complètement, enfin pas complètement, il y a 15 dixièmes d'écart, mais il a sorti un temps canon, il part en pole position, alors on pensait que la voiture, la Mercedes par température chaude, un peu comme en Allemagne, n'allait pas tenir le rythme. Eh bien, ça a été tout le contraire. La Mercedes a toujours été en mesure de tenir le rythme. Elle était compétitive jusqu'au bout. Et Hamilton a signé plusieurs fois le meilleur tour en course. Et il remporte la course surtout. Il remporte la course alors qu'on s'attendait à un duel plutôt Vettel-Grosjean. On excluait totalement Hamilton. Il ne fallait pas le sous-estimer puisque Hamilton maintenant prouve bien que la Mercedes a fait d'énormes progrès en course. Si on accepte le Grand Prix d'Allemagne. Mais depuis Monaco, et comme je vous l'ai dit, excepté le Grand Prix d'Allemagne, a fait d'énormes progrès en course. Et montre que c'est une voiture qui a réussi à s'équilibrer au niveau de la course par rapport à la qualification. Hamilton remporte son premier Grand Prix pour Mercedes, donc c'est forcément une très très belle performance pour le 100e Grand Prix du moteur Mercedes, ou de l'équipe, enfin je crois que c'est du moteur Mercedes. Non, c'est pas du moteur Mercedes, ça va être de l'équipe à mon avis. Et du coup, finalement, c'est une très 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 belle performance d'Hamilton. Pour moi, ça mérite largement un top. Voilà. Donc, Hamilton remporte forcément ce duel face à Rosberg, hein, et ça fait 8-4 pour Hamilton sur l'ensemble de la saison. Chez Lotus, eh bien écoutez, moi je pensais fortement que Grosjean allait pouvoir gagner cette course. Et effectivement, dès le début de la course, j'en étais encore plus persuadé. Grosjean a été plus rapide que Sébastien Vettel durant toute la course quasiment. Sauf que, il y a toujours un hic avec Grosjean. Il pouvait gagner son premier Grand Prix, le premier Grand Prix à être remporté par un Français depuis ce fameux Olivier Panis à Monaco en 96. Sauf que, il y a eu ce problème Button. Je m'explique. Grosjean prend un très bon départ, et troisième donc derrière Hamilton et Vettel, donc ça ne change pas au niveau de la grille. Suit Vettel suivant lui-même Hamilton. Grosjean est plus rapide que Vettel. Premier arrêt au stand pour les trois. Vettel ressort derrière Button en premier. Et Grosjean ressort également derrière Button et Vettel ensuite. A savoir que l'écurie Lotus a décidé de ravitailler Grosjean 2 tours après Vettel. Chose que je n'aurais pas faite personnellement, puisqu'on sait que la Lotus est capable d'économiser ses gommes peut-être plus que la Red Bull. Et moi je l'aurais arrêté un tour après. Si on a été pris au dépourvu par l'arrêt au stand qui s'est décidé très rapidement de Vettel, peut-être pas dans le tour même, mais dans le tour après, je l'aurais ravitaillé. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que Vettel, lui, est reparti avec des gommes fraîches. Et finalement, il est reparti derrière Button, donc ça n'a pas arrangé. Sauf que Grosjean, lui, au lieu de faire un tour canon, ses pneus se sont énormément dégradés. Et du coup, peut-être si on l'avait fait ravitailler un tour avant, il serait reparti devant Button, et aurait peut-être gagné la course. Et là, il s'avère que malheureusement, il est reparti derrière Button et Vettel. Alors, Vettel a eu toutes les difficultés du monde à dépasser Button, hein, c'est ce qui a fait aussi que Hamilton a remporté la course de manière plutôt facile, puisqu'Hamilton lui était reparti devant Button,
Button a poussé Vettel, donc il y a eu forcément un écart qui s'est créé dans le deuxième run. Grosjean, par contre, bah, lui est reparti derrière Button également. Mais c'est pas là qu'il a perdu du temps. En fait, c'est dans son deuxième arrêt. Donc deuxième arrêt, Grosjean est toujours capable de jouer à gagne face à Vettel. Il repart derrière Button, tout comme Vettel d'ailleurs. Vettel se débarrasse très rapidement de Button cette fois-ci. Et Grosjean, par contre, tente un dépassement sur Button, au bon endroit je pense. Button n'a pas forcément la place, il y a une touchette entre les deux. Roue contre roue, sans gravité apparente. Je pense qu'il n'y a pas eu de gravité d'ailleurs. Peut-être sur la voiture de Button, puisque Grosjean a été rapide ensuite tout le long. Bon, finalement, voilà, pas trop d'incidence. Et ensuite, Grosjean arrive sur Massa, et là, il commet entre guillemets l'irréparable. En voulant dépasser Massa, Massa le tasse légèrement, et Grosjean n'a pas d'autre choix que de mettre ses 4 roues en dehors de la piste pour le dépasser. Il le dépasse, et c'est formellement interdit, parce qu'il faut que au moins une roue soit dans la piste pour que le dépassement soit valable. Grosjean se fait pénaliser, donc... Il se fait pénaliser donc d'un drive-through, qu'il fait repartir derrière Alonso et qui ruinera sa course puisque de toute façon il termine 6ème. Deuxième pénalité par-dessus, qui n'a aucune incidence cette fois-ci. Le dépassement sur Button de touchette, là je veux bien qu'on le sanctionne un petit peu, et encore. Hein. Je veux dire, il y a eu... C'est vraiment un fait de course, hein. Je pense pas que Grosjean a été assassin sur ce coup-là. Bon, 20 secondes à l'arrivée qui ne change rien, puisque de toute façon il y a plus de 20 secondes sur Button. Alors faut m'expliquer un petit peu les sanctions de la FIA, parce que franchement, bon, voilà. Donc Grosjean, moi ce que je sais, c'est qu'il aurait pu gagner la course, et qu'à cause donc, à cause de fait de course, encore une fois, la malchance de Romain, il ne termine pas. Il termine 6ème, il termine juste derrière Alonso, il termine loin du podium, comme on pouvait l'espérer. Bon, quoi qu'il en soit, voilà. Ensuite, eh bien Raikkonen, lui, c'était différent, c'est-à-dire en Q3, il était 6ème sur la grille. Il a concédé 2 dixièmes à Grosjean quand même. Hein. C'est pas le style de la maison pour Raikkonen de concéder énormément de temps par rapport à son coéquipier. 2 dixièmes, vous allez me dire, c'est pas énorme, mais c'est 2 dixièmes tout de même. Hein. Et puis 3ème, 6ème, c'est pas les mêmes positions. Grosjean a été plus rapide que Raikkonen durant tout le week-end, même pendant la course. Sauf que par la position, il est beaucoup plus loin. Il termine 6ème, tandis que Raikkonen lui fait une stratégie à 2 arrêts. Du coup, il économise ses gommes. Il a gagné un arrêt par rapport à tout le monde. Et il termine en 2ème position, non sans avoir fait une très très belle bataille face à Vettel en fin de course, hein, ça je dois bien l'avouer. C'était magnifique, c'était grandiose. Vettel a essayé de dépasser plusieurs fois, il n'y est pas arrivé. Et Raikkonen termine sur la seconde marche du podium, à 21 secondes devant son coéquipier Grosjean. Et surtout pour Raikkonen, c'est la bonne opération puisqu'il termine non seulement devant Vettel, mais également loin devant Alonso, puisqu'Alonso était 5ème. Et il reprend la 2ème place au championnat du monde des pilotes, donc c'est une très belle opération pour Raikkonen, même pour Lotus finalement, puisque Grosjean avec sa 6ème place rapporte quand même des points. Raikkonen remporte son duel face à Grosjean, en course, 21 secondes d'écart, bon malheureusement, il faut dire ce qui est, c'est Raikkonen qui rapporte le podium et le plus grand nombre de points, et ça fait 10-0 sur l'ensemble de la saison. Encore une fois, Lotus n'a pas réussi à inverser la tendance, Raikkonen a écrasé son coéquipier durant toute la saison. Voilà. McLaren. Alors McLaren, Pérez passe en Q3, Button reste en Q2. Alors Pérez 9ème, Button 13ème. Sauf qu'en course, Button a fait une stratégie, je crois, à 2 arrêts. Il me semble que Pérez également, puisque Pérez il part en pneu médium également. Button a quand même beaucoup mieux réussi à gérer ses pneus que Pérez. Il a notamment retenu longtemps derrière lui Vettel et Grosjean. Donc Vettel qui s'impatientait derrière, qui usait plus ses gommes que Grosjean de toute façon. Peu importe, Button a fait une course solide, c'est du Button, hein, c'est une stratégie décalée à la Button. Il termine 7ème, la McLaren est beaucoup plus forte en course qu'en qualification, ça c'est prouvé. Pérez lui termine 9ème, à 36 secondes derrière son coéquipier quand même, hein, c'est assez énorme. Pérez qui est habitué sur les dernières courses à se rapprocher, là c'est pas le cas. Button a fait une course magnifique, encore une fois, il rapporte des points, Pérez aussi finalement, hein, il rapporte 2 points Pérez et Button il en rapporte 6. Donc on va pas s'en plaindre, McLaren a été une bonne surprise encore une fois, termine devant Force India, c'était le plus important. Et donc Button remporte son duel face à Pérez 1-0, ça fait 7-4 sur l'ensemble de la saison. Ferrari. Alors Ferrari, on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est une équipe qui déçoit beaucoup en ce moment. Je disais sur le Grand Prix d'Allemagne que la Ferrari est une équipe qui est en train de retomber, qui est en train de décliner. Eh bien en Hongrie, on a eu la confirmation. Alors peut-être que sur des Grands Prix plus frais, pourquoi pas en Belgique,
la Ferrari sera capable de rivaliser avec les meilleurs, en tout cas sur des circuits chauds, ça n'a pas été le cas. Bon, quoi qu'il en soit, Massa et Alonso font la Q3 tous les deux, hein. Alonso 5ème, Massa 7ème pour un 10ème. Massa, bon, eh bien, il a fait une mauvaise stratégie, il termine 8ème, 25 secondes derrière son coéquipier qui lui termine 5ème. 5ème et 7ème en qualification, bah, je veux bien à la limite, hein, puisque la Ferrari c'est une bonne voiture en course. Mais 5ème et 8ème en course, ça c'est plus possible pour Ferrari, il faut tirer la sonnette d'alarme, il faut faire quelque chose. La Ferrari est tout simplement moins bonne à l'heure actuelle que Mercedes, Red Bull et Lotus. Ça c'est dit. Alors bon bah Alonso remporte son duel face à Massa, donc ça fait 1-0 et 9-1 sur l'ensemble de la saison. Tout de même pour Alonso, hein, qui, on peut bien le dire, écrase son coéquipier. La seule fois où Massa a gagné son duel face à son coéquipier, c'est parce qu'Alonso il avait abandonné à cause de son aileron qui était passé sous... C'était en Chine je crois. Et son aileron était passé sous sa voiture. Red Bull enfin, bon bien écoutez, Weber et Vettel sont en Q3 naturellement. Weber a eu un problème de Kers me semble-t-il, ce qui fait qu'il n'a pas participé à la séance de Q3 pour préserver un train de pneus, donc il termine 10ème en qualification, n'est pas crédité de temps. Vettel lui 3ème en Q3, c'est tout de même un... qu'est-ce que j'ai dit? Il n'est pas 3ème Vettel, il est 2ème en Q3, à 1/10 donc d'Hamilton. Alors il avait claqué un temps canon, Hamilton l'a battu, et Vettel s'est même permis d'améliorer son temps canon. Donc finalement, vous voyez, il s'est pas passé grand chose finalement entre les deux hommes pour que Vettel soit en pole position. Il était un petit peu déçu Vettel, mais bon en tout cas voilà. En course, bon bah ça s'est plus mal passé pour Vettel, on va dire. C'est la première fois je crois que Vettel termine en dehors, enfin après sa place de départ lors d'un Grand Prix. Puisqu'il est deuxième, il a perdu une place, il termine troisième. Vettel en fait, si vous voulez, il a été victime de Button indirectement. En voulant le faire ravitailler pour repartir devant Button, ils ont mal calculé le coup, les Red Bull, ils l'ont fait repartir finalement derrière. Ce qui a ruiné sa course, faut bien le dire, parce que Vettel... Alors je ne pense pas, très honnêtement, que Vettel était capable de battre Hamilton sur cette course. Je ne le pense pas, parce qu'on est au Grand Prix de Hongrie, même s'il était peut-être un petit peu plus rapide que lui, le Grand Prix de Hongrie n'est pas un Grand Prix où les dépassements sont facilités. Mercedes a une énorme vitesse de pointe en ligne droite. Moi je pense que Vettel n'aurait pas pu gagner cette course de toute façon. Il aurait pu terminer deuxième, mais voilà, Raikkonen a fait une meilleure stratégie que lui, et en perdant du temps derrière Button, eh bien Raikkonen a eu le champ libre pour creuser l'écart, et il termine donc deuxième devant finalement, devant Vettel. Vettel termine sur la dernière marche du podium, c'est tout de même pas mal. Il marque des points, son ingénieur lui a dit en fin de course, il a dit écoute Sébastien, ne sois pas déçu, tu marques quand même des points, des beaux points, des gros points, et finalement, bon bah Vettel ne perd pas énormément de points sur Raikkonen. Il est quand même, il en perd 3 ou 4 ou 5, bon c'est pas énorme non plus, sachant qu'il a à peu près une quarantaine de points d'avance sur Raikkonen et Alonso. Et en plus Raikkonen passe devant Alonso, donc ça l'arrange, il n'y a pas de... C'est pas comme si Raikkonen était deuxième et qu'il reprenait des points, donc finalement entre Alonso et Raikkonen ça se neutralise un peu, et ça fait tout de même les affaires de Vettel. Vettel, alors, qui a fait une course, on va dire, je vais pas dire anonyme, il a voulu attaquer et tout, c'est pas plus mal, il a eu un petit problème au niveau de l'aileron, bon. Et Weber, quant à lui, bon bah il partait 10ème. Il a pris un départ correct. Il a fait une stratégie décalée qui lui permet finalement d'atteindre la 4ème place. Mark Webber pour moi était une belle surprise, d'autant plus qu'il signe le meilleur tour en course. Il a fait une course très attaquante. Et il termine seulement à 5 secondes 5 de son coéquipier Vettel, qui était retardé, c'est vrai, derrière Raikkonen en fin de course avec des pneus à l'agonie. Mais Webber a tout de même remonté 6 places et c'est quand même énorme. Preuve que la Red Bull n'est pas morte. Et que Webber est toujours motivé malgré son départ donc à la retraite en fin de saison. Et d'ailleurs Webber quand il n'a pas pu participer à la Q3 avec son problème, il s'est dit extrêmement déçu, voire en colère auprès de son équipe. Preuve qu'il, de toute façon c'est un professionnel, il va terminer la saison, il va essayer de rapporter le plus de points possible à Red Bull, qui, sauf erreur monumentale, devrait remporter le championnat du monde des constructeurs et pilotes. Ça, je suis à la mi-saison, c'est dit. Vettel remporte son duel face à Weber, 1-0, 9-1 sur l'ensemble de la saison pour le pilote allemand. Voilà, donc maintenant nous allons passer donc au flop pour commencer. Alors les flops, eh bien on va commencer donc par le troisième flop. Pour moi c'est l'écurie Ferrari. Troisième flop parce que c'est vrai que Ferrari n'est pas une équipe qui a sa place, tout du moins en cette fin de première partie de saison.
On a vu une écurie Ferrari très très forte en début de saison, en qualification comme en course, puisqu'Alonso a déjà remporté un Grand Prix. Massa au début de saison était performant, quasiment aussi performant que son coéquipier, et là depuis, eh bien, il retombe dans les travers de toutes ces dernières années depuis 2009. Il n'arrive pas à faire des courses stables, parfois la malchance, parfois tout simplement loin derrière son coéquipier. Faut se ressaisir pour Ferrari. Je pense que l'an prochain, il y a 50% de chances que ça arrive, que le baquet de Massa soit vacant. À ce moment-là, on verra bien ce qui va se passer. Mais c'est vrai que là, je peux pas m'empêcher de penser, il y a 9-1 pour Alonso face à Massa tout de même. Alors même si Massa est un équipier très dévoué envers Alonso, que Ferrari donne tout à Alonso, bien écoutez, moi je trouve que Massa est plus en retrait d'Alonso que Weber ne l'est auprès de Vettel. C'est pour vous dire. Donc faut faire quelque chose, et c'est vrai que la Ferrari là, du coup, me déçoit énormément sur cette dernière partie de première saison, à la mi-saison. Deuxième flop, Force India. Alors Force India, évidemment, c'était censé, jusqu'au Grand Prix d'Allemagne, être la 5e meilleure équipe de Mercedes, Red Bull, Lotus et Ferrari. Loin derrière, mais derrière, devant McLaren. Et bien depuis le Grand Prix d'Allemagne, Force India n'y arrive plus. Q1 pour Di Resta, Q2 pour Sutil, alors que avant, les deux Force India étaient capables de rallier la Q3, ça fait longtemps qu'ils n'y étaient pas. Abandon pour Sutil, bon, de toute façon il a fait une course anonyme, je pense pas qu'il ait été capable de jouer les points. Et Di Resta, bon, il n'a jamais été capable non plus de jouer les points, il était même devant son coéquipier Sutil en début de course. Et finalement, il termine 18ème, hein. Alors c'est vrai, il est rentré au stand, on le considère comme classé, mais sinon il aurait terminé certainement 11ème ou 12ème. Donc c'est pas du tout les performances attendues pour les pilotes Force India. Di Resta était très en colère bien sûr après sa Q1, et il va falloir également changer les choses. Tout simplement. Et enfin, le flop du flop, pour moi, c'est Rosberg. Hamilton fait la pole, remporte la course, que Rosberg termine 4ème sur la grille. Je veux bien le croire, il a peut-être fait une erreur ou quelque chose comme ça, il a 3 dixièmes, bon, ça peut passer. Mais après l'excellente performance d'Hamilton, on ne peut pas s'empêcher de penser que Rosberg, qui a complètement loupé son départ, c'est vrai, ça l'a pénalisé. En plus, il y a eu une petite touchette dans le peloton. Bon, il n'a jamais été en mesure de revenir, puisqu'on rappelle que le Grand Prix d'Hongrie, c'est un Grand Prix où les dépassements ont été difficiles. À ce moment-là, comment expliquer le dépassement d'Hamilton? Hamilton nous a gratifié d'un excellent dépassement en course. Je crois que c'était sur Button. Je crois que c'était le plus beau dépassement de la course. Hamilton a réussi un dépassement donc pour remporter la course. Et Rosberg n'a jamais été capable de se battre jusqu'au bout. Alors c'est vrai, comme je vous l'ai dit, il était dans le peloton. Mais pour moi, en plus il abandonne. Donc Hamilton, lui, marque tous les points de l'équipe finalement. Rosberg n'en marque aucun. Pour moi, c'est le top du flop, en fait, j'ai envie de vous dire. Donc maintenant, nous allons passer au top, justement. Alors les tops, cette fois-ci, en dernier top, je mettrai Jenson Button. Jenson Button, encore une fois, qui rapporte encore une fois les points à McLaren. Hein. Bon, ça, c'est pas étonnant. Il faut savoir que Jenson Button a quand même court depuis l'année 2000, ça fait 13 ans qu'il est en Formule 1 non-stop, donc il a une très très grande expérience, c'est un vétéran, on peut dire ça comme ça, alors que je voyais jeune encore, puisqu'il a commencé en 2000, et en 2000 je regardais déjà bien la Formule 1, bon. Mais Button est un pilote qui, en plus d'être un très bon pilote, est un pilote qui sait économiser ses gommes, qui sait tirer parti d'une stratégie pour le faire passer de la 13e place à la 7e. Donc Button a encore une fois dominé son coéquipier Sergio Pérez, alors que c'était pas forcément évident dès la 4e, 5e, 6e course de la saison, où Pérez était plus véloce que Button. Donc Button, c'était une des bonnes surprises en tout cas de ce Grand Prix, et je pense que s'il n'y avait pas eu la touchette, alors ça a peut-être été indirectement lié à ça, s'il n'y avait pas eu la touchette liée à Grosjean, il aurait peut-être terminé mieux que ça. Mais bon, faut quand même savoir que c'est une McLaren et que pour une McLaren, une 7ème place, c'est une place correcte. Ensuite, deuxième top, c'est Mark Webber. Mark Webber qui partait 10ème sur la grille de départ, qui n'a pas forcément fait un départ canon, qui a fait un départ correct, il a gagné quelques places en plus, et qui a su tirer lui aussi part d'une bonne stratégie, notamment le fait qu'Alonso retienne Grosjean derrière, pour s'adjuger la 4ème place, remonter donc de 6 places. Et une stratégie très très décalée quand même par rapport aux autres, puisqu'il a allongé ses deux relais pour faire un relais très très court en fin de course. Il signe le meilleur tour en course, preuve que
Marc est encore un pilote rapide, même si maintenant le meilleur tour en course ça ne veut pas forcément dire grand chose, puisque la voiture sèche en essence, donc c'est en fin de course qu'on fait les meilleurs tours, et qu'en général en fin de course les pilotes aiment économiser leurs pneus. Donc Weber signe le meilleur tour en course, et puis finalement l'Australien n'est pas mort, hein, il peut encore nous gagner une course cette année. Et le top du top, bon bah évidemment c'est une surprise pour personne, c'est Lewis Hamilton, hein. Là où Rosberg fait le top flop, Hamilton fait le top du top. Pole position, on ne s'attendait absolument... Alors déjà la pole position, parlons-en, comme je vous l'avais dit à plusieurs reprises, Vettel a signé un temps canon, qu'Hamilton a amélioré de 2 dixièmes, suffisant pour conserver la première place face à Vettel, qui lui aussi amélioré juste après. Donc déjà ça, il nous a sorti un temps canon en qualification. On pensait, encore une fois je le répète, que la victoire allait jouer donc entre Vettel et Grosjean. Et je me rappelle qu'à la conférence de presse d'après-qualification, Vettel disait quelque chose, alors je sais pas si c'était de la fausse modestie, de la modestie, ou s'il le pensait vraiment, qu'il ne fallait pas sous-estimer la Mercedes de Lewis Hamilton. Il avait complètement raison, puisque non seulement Lewis Hamilton était capable de suivre le rythme des meilleurs pendant toute la course, mais en plus, comme il était premier, il s'est arrêté, il est reparti devant Button, tandis que ses principaux concurrents qui étaient derrière, c'est-à-dire Vettel et Grosjean, eux sont repartis derrière. La Mercedes étant beaucoup plus rapide que la McLaren, ils ont réussi pendant leur deuxième run, il a réussi à creuser un écart sur Vettel et Grosjean qui n'ont pas pu dépasser Button, et du coup il a eu une victoire plus confortable, peut-être parce qu'il a économisé mieux ses pneus du coup, il les a mieux gérés, sachant qu'il y avait une avance confortable, il s'est dit je vais rouler peut-être un petit peu moins vite, mais je pense que c'est pas le genre de la maison. Hamilton a vraiment, et Mercedes, hein, tout du moins, ont vraiment fait des progrès au niveau de la gestion des pneus en course, ça c'est clair. Donc voilà, bien écoutez, cette vidéo est maintenant terminée, donc nous allons partir en vacances pour à peu près un mois, puisque le prochain Grand Prix donc, de la deuxième partie de la saison, qui commence enfin, c'est en Belgique, c'est le 25 août. Donc moi ce que je vais faire en attendant, j'ai un petit projet pour vous, je vous en dis pas plus, donc pour mes abonnés, pour les personnes qui passent comme ça. J'ai un projet, puis je vais de toute façon, pendant le mois qui sépare le Grand Prix d'Hongrie et le mois avec le Grand Prix de Belgique, je vais faire une nouvelle vidéo sur le bilan à mi-saison, donc un bilan comptable, statistique, par rapport aux pilotes, aux écuries, éventuellement leur donner une note, élire un top et un flop de la première partie de saison, faire un petit peu le point sur les transferts, voir un petit peu ce que j'en pense et tout. Et ensuite, on se donne rendez-vous donc dans un mois, de toute façon, pour le Grand Prix de Belgique, pour le compte rendu. J'ajoute également, je le disais sur le Grand Prix d'Allemagne, mais j'ajoute que si vous avez des commentaires, des choses peut-être à améliorer sur mes vidéos, parce que vous avez vu que c'est vraiment du pur amateurisme, j'ai pas forcément le matos nécessaire pour faire une belle vidéo, alors ça c'est clair, c'est pas forcément agréable à regarder, mais je vais essayer de prendre en compte donc, tous les commentaires, et moi-même je vais essayer de réfléchir à des évolutions possibles de mes vidéos. Alors je pense pas que ça bouge cette année. J'ai très envie de refaire mon projet donc de débriefing de chaque Grand Prix à partir de la saison suivante, donc en 2014. Si je le fais en 2014, n'ayez crainte que je pense que je vais vraiment améliorer mes vidéos. Je vais améliorer également donc mon assiduité, c'est-à-dire je vais essayer de poster des vidéos après les Grands Prix concernés, comme je l'ai fait pour ce Grand Prix de Hongrie. Puis voilà, donc après je vais essayer d'améliorer la mise en page aussi, faire quelque chose de moins jaune pétard, etc., etc. Voilà, écoutez, quoi qu'il en soit, je vous remercie de votre fidélité, je vous dis à bientôt. Donc à très prochainement pour la vidéo du bilan de cette mi-saison, voir un peu les forces en présence, et à dans un mois pour la vidéo du Grand Prix de Belgique. Ciao!